Avec notre analyste Stéphanie Poirier et notre journaliste affectée au hockey de la LPHF, Christine Roger. Je m'appelle Alexandre Coupal et c'est tellement LPHF. Mesdames, bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Christine est à Ottawa. Allô, Christine? Bonjour, un petit décalage parce que après quelques heures de sommeil, au moins le match n'est pas rendu en 7e période. Ben oui. Ça aide. C'est bien plate. Absolument. 3 périodes. Come on. Je juste 3. Je commençais à croire en 3e période qu'on s'en allait en prolongation, mais plusieurs diront tant mieux, pas cette fois-ci. Tout dépendant si t'es un fan d'Ottawa ou de Montréal, évidemment. Exact. Il n'y a pas de recette magique. Je pense à la fin de la journée, les filles sont prêtes. Puis, il n'y a pas, comme j'ai dit, de mots ou de choses que je vais dire que ça va changer. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est de venir vendredi prête. Puis, on sait que c'est un match très important. Si on perd, c'est fini. Si on gagne, ça continue. Puis on va retourner à la maison, on va être conscient de ça. Alors, pour nous, ça va juste aller au travail. C'est l'équipe qui va la vouloir le plus vendredi. Marie-Philippe Poulin, donc, après cette défaite mardi soir, 1-0 contre la Charge d'Ottawa, en seulement 3 périodes, on y reviendra là, à ce match le plus long de l'histoire du hockey. Hein, je vais le dire tout de suite avant d'oublier. Stéphanie, non? Ben là, il y a beaucoup de statistiques, évidemment, qui sont sorties. Apparemment, les Maroons de Montréal en 1932 contre les Red Wings. C'était pas allé... Il y a 3 périodes. Je l'ai noté quelque part. C'était pas... Non, c'est ça. C'est pas allé en 7e période, ce match-là. OK. Donc, c'est un match extrêmement long. Non, mais je voulais insister sur le fait. Féminin, ça, c'est sûr. Oui, et de loin. Et de loin. Mais faisons les choses en ordre déchronologique parce que la défaite d'hier, ça pousse la victoire dans ses derniers retranchements. Il y a le stigmate de ce qui s'est passé l'année dernière. Après avoir dominé pendant la saison régulière, Montréal a été éliminé assez abruptement, disons ça. Est-ce que, tiens, Christine, on va commencer avec toi, vu que tu es loin, là. Est-ce que ce stigmate-là se fait ressentir? C'est un peu ironique parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on pose des questions, même à la fin de la saison. Il faut dire que Montréal a terminé en premier rang, mais ça a été une fin de saison extrêmement difficile. Puis on a posé des questions à Corey Chevery sur l'année dernière. Qu'est-ce que tu vas faire, Madame l'entraîneuse, pour pas que ça fasse comme l'année dernière? L'année dernière, Montréal avait été balayé en 3 matchs. Et elle aimait vraiment pas ça. Et même les joueuses disaient on pense plus à l'année dernière. Mais on sent de plus en plus que ce souvenir-là, il est pas si loin que ça. Surtout dans ce match en prolongation, qui était exactement la même journée. On se retrouve au pied du mur, on va face à l'élimination, mais c'est des matchs extrêmement serrés. Ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Comment l'expliquer? C'est drôle, hier matin, on a demandé à Corey Chevery comment ça encore, lors du match numéro 2, Montréal a perdu une avance en 3e période. C'est quelque chose qui est arrivé souvent en fin de saison. C'est quelque chose qui est arrivé l'année dernière en séries éliminatoires. Puis elle parlait du fait qu'on dirait que les filles ont peut-être peur de perdre. Et là, la concentration n'est plus là. Je ne sais pas, Stéphanie, c'est comme ça que tu vas l'expliquer. J'ai l'impression que les filles deviennent vraiment, vraiment tendues. Puis hier, c'est devenu ça aussi en 3e période. Plus le match avançait, plus c'était 0-0, là. Ben oui, c'est un peu. Je le vois de la même manière. C'est vrai que quand on se prépare, on se lève pas le matin en pensant au fait qu'on a perdu contre Boston il y a environ un an. Ouais. C'est pas une pensée là, qui est toujours à l'avant-plan. On se prépare au quotidien, on fait les choses, on a les réunions d'entraîneurs, les joueurs se parlent, se rencontrent, etc. Mais c'est sûr que quand on sent que les choses nous glissent. Ouais. Un petit peu hors de notre contrôle, ben là, c'est sûr que c'est là que les anciennes émotions, les moments où on se souvient qu'on a eu un échec ou que les choses n'ont pas bien été. T'sais, on se rappelle au 2e match l'année passée contre Boston, c'est une 3e période de prolongation. Le match était à Laval. C'est ça qui a fait qu'ils étaient 0-2. Puis ensuite, ont perdu un avance au dernier match à Boston quand elles ont été balayées de 3-0. Donc, c'est sûr que humainement, tout comme n'importe qui fait son travail, si on sait qu'on a déjà fait une erreur X, puis on revient dans une situation qui se ressemble, c'est sûr
qui ressemble, c'est sûr qu'on va revenir avec une espèce un petit PTSD, si je peux dire. Puis c'est assurément ça qui arrive en général avec les athlètes et avec les entraîneurs. Si on a fait une séquence qu'on n'a pas appréciée ou qu'on s'est dit on n'a pas mis la bonne joueuse au bon moment ou on a manqué un changement ici et là, bien c'est sûr que là, on a comme un éveil des fois qui nous ramène un petit peu dans cette émotion-là. C'est normal. Et c'est 100% humain. Donc, non, je pense pas qu'elles y pensent au quotidien. Par contre, à chaque fois qu'on revient dans une situation semblable, je ne crois pas que ces pensées-là ne reviennent pas un petit peu nous envahir. Là. Et il y a un apprentissage de la gestion de ça, qui est peut-être en train de se faire, mais je dis on va faire les choses en ordre chronologique. On va faire les choses tout éparpillé, parce que ce dont on discute là, ça me fait penser à ce que je lisais dans le compte-rendu de Catherine Harvey-Pinard dans la presse suite au deuxième match, là, à ce match le plus long, quand Catherine Dubois a commenté son but. Elle a fait une référence à le match de l'année dernière dont tu viens de parler. Absolument. Et je pense que c'est Catherine qui écrit... alors qu'on essaye de ne pas parler de l'année passée. C'est comme une fois où est-ce qu'on a parlé de l'année passée alors qu'on essaye... Mais là, il y a quelque chose là qui, justement, suggère un inconfort, non? Mais on essaie... C'est drôle. Vas-y, Christine. Non, mais c'est drôle parce que, comme je vous dis, c'est vraiment un peu le mot d'ordre où on se sentait mal quasiment dans les dernières semaines de mentionner l'année dernière parce qu'on sentait vraiment que Sherry n'aimait pas ça. Ça devenait la situation devenait très tendue entre les journalistes et elle. Et je la comprenais, elle voulait regarder vers l'avant. Et là, pendant le match, on a annoncé sur l'écran géant à la Place Belle, il y a un an, jour pour jour, le 11 mai 2024, on battait le record du match le plus long dans la LPHF. Et là, c'est un peu ironique parce qu'on montrait des images de ce match-là que Montréal, finalement, a perdu. C'est de l'over-marketing. Oui, c'est trop. Non, mais on en parlait là. Dans les notes d'avant-match envoyées par la Ligue, on parlait de ce fameux match l'année dernière. Et là, à la fin, Catherine Dubois mentionne l'année passée, c'est pas allé de notre côté. Fait que, de nous faire croire que personne n'y pense, je n'y crois pas du tout. Parce que, bref, c'était partout. Je pense qu'on fait bien notre travail en tant que journaliste. Puis c'est aussi, tu sais, en même temps, ce qui est pareil l'année passée et cette année, c'est que l'année dernière, il y avait plein de lacunes. On a parlé de la surutilisation, du temps de jeu. Mais ça reste que c'était 3 matchs en prolongation qui auraient pu aller d'un côté ou de l'autre. Absolument. Cette série-ci, cette année, c'est des matchs extrêmement serrés. Tu sais, hier, finalement, Ottawa gagne. Mais je peux pas dire que... Vraiment, je savais pas qui allait gagner. C'était vraiment pas évident. Puis je peux pas dire qu'Ottawa a dominé Montréal. C'est pas le cas. Non, tout à fait. Montréal a eu une très mauvaise première période. Je dois avouer à quoi je m'attendais, là, dans le sens que émotivement, elles ont laissé énormément d'énergie sur la glace le dimanche. Oui, elles gagnent, mais quand on gagne dans ce genre de match-là, elles n'avaient pas le choix. Fait que c'est plus un sentiment là, j'ai juste le mot anglais, là, mais de relief. Ouais. Donc, émotivement, physiquement, l'atteinte est quand même plus grande. Ottawa avait gagné le premier match, donc eux... J'ai envie de dire que c'est juste du bonus. On repart à zéro, c'est exactement. Ça. C'était juste du bonus, retourner à la maison. On l'a vu comment Carla McLeod s'est présentée avec ses joueuses dimanche lors de la conférence de presse. Des sourires, on a eu du fun. C'était pas du tout. C'était vraiment un soulagement, qui est le bon mot, un soulagement du côté montréalais. Donc, quand on vit avec la pression, la crainte, parce que c'est sûr que quand on sait qu'on peut perdre un deuxième match de suite, une série 3-5, ça va très vite. C'est sûr qu'il y a une tension un petit peu, même si on veut pas, puis on veut pas en parler parce qu'on veut pas que ça reste dans nos têtes. C'est là. Ouais. C'est là pour tout le monde. C'était là. On le sentait même. J'étais à la Place Belle dans les estrades, ce qui est assez rare. J'étais le dimanche dans les estrades, puis on sentait quand même une petite tension. Quand O'Neill a marqué rapidement, on a senti encore là un peu un soulagement. Mais ils ont juste eu une journée de repos par la suite entre ce match-là. Fait que je pense vraiment que les séquelles étaient un peu plus grandes. Donc, début très lent. Heureusement, Renée, elle, ne semblait pas fatiguée de son match de dimanche parce qu'elle a été très, très bonne en début de match. Puis, deuxième période, c'est un peu l'inverse. Ottawa a une période un peu plus morose. Montréal a été un peu meilleur. Troisième, assez égal. Donc, comme Christine a mentionné, de toute façon, un match 1-0 avec un but qui est un peu malchanceux. Bon, pour moi, vient un peu d'une mauvaise couverture défensive, d'erreur avant, mais ça touche un patin, ça revient. Bon, un but quand même un peu chanceux. Par contre,
McMahon très bien placé, placé au bon endroit. Défensivement, on ne l'était pas. Exactement. Ouais. Donc, Montréal pourrait mener 2-1, puis on pourrait dire on est à une victoire de passer en ronde finale pour la Coupe Walter, mais c'est pas le cas. Donc, on ne peut pas aller là. Et la tension sera de retour, là. Parce que c'est vrai, là, Ottawa a gagné un match à Montréal. Bon, ce marathon-là, comme tu dis, c'est du bonus. On rentre à la maison avec... on repasse, dans le fond, c'est une série 2-3. Exactement. Et là, ben, c'est encore la même affaire, là. C'est à Montréal d'aller gagner un match à Ottawa et on passe du soulagement à l'attention au soulagement à l'attention et c'est là qu'on est, là. Oui, puis, tu sais, c'est des petits détails qui ont peut-être fait la différence hier. Évidemment, on a un sujet qui revient tout le temps, c'est l'utilisation du banc. T'sais, lors du dernier match, deuxième match, c'est drôle parce qu'encore, l'année passée, on avait dit que Curry avait surutilisé des Ambrose, des Poulin et des Stacey. Elle-même, elle a dit que sa stratégie lors du deuxième match, c'était d'utiliser un maximum de joueurs le plus longtemps possible. C'est mieux que l'année dernière. Oui, et de beaucoup. Mais quand on regarde sur papier, j'ai l'impression que Carla McLeod réussit à exploiter davantage toutes ses joueuses. Tu sais, ce qu'on a vu hier en début de première période, là, c'était un échec avant incroyable d'Ottawa. Puis ce qui se passe aussi, c'est que on a souvent parlé que ça venait de Laura Stacey et de Marie-Philippe Poulin, mais présentement, ce qu'on fait, on dirait que le mot d'ordre, puis je pense que c'est une très bonne stratégie, le mot d'ordre du côté d'Ottawa, c'est on neutralise ces deux joueuses-là, puis ça va bien aller. Je veux dire, Marie-Philippe Poulin a la rondelle, elle a deux joueuses en même temps qui essaient d'écraser le long de la bande. Laura Stacey, ben, son avantage numérique, je veux dire, on s'attend à ce que ce soit elle qui tire. Elle n'a pas d'espace pour tirer. Donc, de ce côté-là, je trouve que défensivement, Ottawa a fait un travail absolument incroyable. Puis moi, avant le début de la série, je disais mes prédictions un peu. Je me disais, où est-ce que ça risque de faire la différence? Parce que sur papier, c'était la logique. Ça va être devant les buts. Anne-Renée Desbiens connaît une saison exceptionnelle. Clemens Smashmeyer est blessé. Puis là, forcé d'admettre que Gwyneth Phillips est en train de me faire mentir parce qu'elle est vraiment phénoménale. Puis, je pense que même si Anne-Renée Desbiens est très bonne présentement, hier, c'est elle en bout de ligne qui a fait la différence parce qu'il y a eu deux excellentes chances de marquer coup sur coup de Laura Stacey et de Marie-Philippe Poulin en troisième période. Puis elle a fait notamment un arrêt absolument exceptionnel. Petit détail, mais est incroyable présentement, là. Oui, les deux gardiennes sont... J'ai pas la statistique précise, là, je pense qu'elles sont à 950, ou Phillips comme 950, puis Anne-Renée comme 935. Là, c'est des pourcentages. C'est sûr qu'une défaite de 1-0, on peut pas du tout parler d'une problématique de gardienne. Les deux font extrêmement bien. Puis j'ai envie de dire heureusement que Ottawa est l'équipe qui marque le moins de buts, parce qu'au nombre de chances qu'elles ont eues... elles auraient pu... ça aurait pu aller des deux côtés, mais au niveau des chances de marquer, c'est quand même elles, souvent, là, qui ont le dessus sur les chances de qualité. Non, puis donnons leur crédit, parce que c'est ça. C'est sûr qu'avant que la série commence, il y a sur papier une équipe qui était plus haute au classement, mais moi, je suis très impressionné par la qualité de leur jeu, la cohésion, beaucoup. Je trouve que la rondelle circule bien. C'est ça qui arrive aussi, là. Mais Christine mentionnait là, il y a quelques minutes le fait que la fin de la saison pour Montréal, particulièrement là, les 3 matchs quand elles sont revenues de la pause internationale, ils avaient aussi perdu le dernier match avant la pause internationale. Donc, ça a été un petit peu en dents de scie, là, les derniers matchs, alors que Ottawa était à l'extérieur du portrait des séries à ce moment-là où faisait une espèce de in and out, là, 4-5, 4-5. Puis elles ont vraiment pris, j'ai envie de dire, leur destin en main. Évidemment, c'est pas le même enjeu. Hein. Quand on est un peu désespéré, on a comme une énergie des fois qui va se renouveler. Puis Carla McLeod, c'est une entraîneuse que j'apprécie énormément sur ce qu'elle dégage, la manière qu'elle s'adresse aux journalistes. On voit beaucoup un très calme en l'air du banc. Quelqu'un qui a quand même le sourire facile, mais qui semble quand même très exigeante. Donc, je pense qu'elle a un bon mix, du moins de l'extérieur et de ce qu'on voit d'elle. Puis, on voit que le groupe a vraiment progressé beaucoup. Donc, quand on rentre dans les séries, même si, on peut discuter longtemps du momentum qu'on emmène d'un match à l'autre, d'une série, mais quand on rentre avec un groupe qui est confiant, qui se dit là, présentement, on est allé gagner notre place en série. On l'a pas.
c'est vraiment elles qui l'ont gagné. C'est pas un prix de consolation parce que quelqu'un a scrappé sa fin de saison. Elles ont gagné les matchs qu'elles devaient gagner. Elles l'ont bien fait. Donc, c'est sûr qu'on rentre avec une confiance qui se bâtit. Puis là, on voit que, on est capable de maîtriser les deux meilleures joueuses. On va l'appeler quand même le monstre à deux têtes. Là. Évidemment, c'est une expression qu'on utilise souvent pour désigner les deux phénomènes d'Edmonton. Mais c'est un peu ça aussi. Un peu ça. Ouais. Puis c'est ce qu'on avait parlé de l'importance qu'elles ont. Puis là, en série, toujours moins de place, toujours moins de temps. Donc, on a des joueuses encore comme des Boring, des Murphy qui sont très absentes. J'aime beaucoup. Mais à culpa, O'Neill vraiment. Il fallait qu'on en ait parlé. Hein? Oui, ouais. c'est deux meilleurs matchs de la saison. Pour moi, c'est le match de dimanche, c'est le match d'hier. C'est ses deux meilleurs matchs qu'elle a joués depuis extrêmement longtemps. Je voulais parler de ce trio-là aussi, mais juste pour enchérir sur ce que Stéphanie a dit, souvent on parle dans le sport professionnel ou justement aussi dans des athlètes olympiques, dans un 4 ans olympique, il faut piquer au bon moment. Ouais. Je me questionne là, c'est drôle parce que, tu sais, on analyse, mais en fait, comme on dit, c'était tellement serré que finalement, Montréal pourrait avoir gagné hier, puis on serait en train de parler positivement. Mais je me questionne sur le fait de piquer au bon moment. Montréal a piqué en plein milieu de la saison. Au mois de février, mars, là, ça allait super bien. Tandis qu'Ottawa, comme disait Stéphanie, a connu une progression lente. J'ai l'impression que présentement, Ottawa est à son meilleur. Donc, je ne sais pas si ça peut jouer aussi, je ne veux pas, sur la tournure que prendra cette série-là. Mais si Montréal a gagné, qui a été bonne dans les deux premiers matchs, c'est grâce aussi aux joueuses de profondeur. Puis on a parlé lors de l'épisode de la semaine passée de ce fameux trio Willoughby, O'Neill et Dubois. Puis pour moi, c'est une révélation. J'aurais jamais pensé mettre ce trio-là, je me répète. Mais quelle acquisition Willoughby? Premièrement, Montréal a gagné cette transaction-là et de loin. Oh la main. O'Neill connaît son meilleur hockey depuis 1 an. Et Kat Dubois, c'est drôle parce que je parlais avec Isabelle Leclerc, justement, qui est la coach au Carabin, qui travaille avec nous parfois, puis sur la diffusion d'RDS. Puis je dis, écoute, tout à coup, Kat, elle a des mains. Elle dit, elle a toujours eu des mains, mais là, on dirait qu'elle est soudainement plus libre. Toi, qu'elle connaît très bien Stéphanie. Mais elle fait vraiment une différence d'avoir une Catherine Dubois qui est passée à jouer, être laissée de côté, à jouer 2 minutes. Alors là, tout à coup, on lui fait confiance en prolongation. Quelle progression incroyable de sa part, là. Oui, puis Kat, probablement c'est un humain extraordinaire. C'est vraiment une joueuse qui est très appréciée parce que c'est quelqu'un, on parle souvent de selflessness dans le sport, d'être vraiment là pour les autres. Puis Catherine a vraiment ce profil-là. Puis moi, ce que j'apprécie beaucoup de son jeu, c'est dans la simplicité. Et on parle d'une attaquante de puissance. Là. C'est une fille qui est physiquement très, très avantagée, très forte, un excellent tir. Bon, on l'a vu, hein, son tir, c'est probablement le tir qu'on a plus vu de toute sa carrière avec ce fameux but. Puis c'est dans ces moments-là qu'elle est extrêmement bonne. On l'a vu même dans le premier match sur le premier but, je crois. Elle s'en va au filet. Elle amène la défensive au filet, puis c'est exactement ça. Elle la met, je trouve qu'il l'exploite beaucoup mieux dans ce qu'elle est capable de faire. Il faut qu'elle transporte la rondelle, il faut qu'elle protège la rondelle, il faut qu'elle soit dérangeante au filet. On a vu, elle a marqué avec des déviations, puis à chaque fois qu'il faut qu'elle peut tirer, il faut absolument qu'elle utilise son tir. Donc oui, elle a fait un progrès énorme, mais c'est quelqu'un qui travaille tellement fort. Donc, c'est tout ce qui arrive, là, c'est amplement mérité. Puis présentement, c'est vraiment la première fois, assurément, que je mentionne ça cette année, mais O'Neill joue comme une deuxième centre pour la première fois depuis très longtemps. Depuis assurément le début de la saison. Puis pour moi, présentement, c'est ça la deuxième ligne. Je sais que des fois, là, c'est plus Youngbloom avec Murphy qui sont comme désignés là, quand c'est désigné. Sur le tableau. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le graphique. Il faut faire attention au tableau. Ouais. Mais vraiment, elle joue comme une deuxième ligne, mais je me questionne sur les 13 attaquantes. Je ne comprends pas la stratégie. Les 13 attaquantes, je ne comprends pas la stratégie du 13-6, je veux vous avouer. Ah. Mais moi, je comprends. Non, mais c'est ça. C'était, écoute, moi qui étais à la Place Belle, non pas dans les estrades, mais sur la galerie de presse dimanche. Premièrement, belle fête des mères à moi, parce que je suis passée de manger du homard à manger un sac de chips pour souper. Ce qu'on ferait pas pour le hockey, hein? C'est un très bon mariage. Ah, c'est ça. Mais c'était le questionnement.
tu signes Kellyanne Nadeau sur un contrat de 10 jours parce qu'on sait très bien que présentement, il y a des joueurs qui ne le sont pas à 100%. Anna Wilgren s'est blessée un peu à la fin de la saison. Mariah Keppel, clairement, est encore blessée. Elle n'est pas l'ombre d'elle-même. Mais tu ne fais pas jouer Kellyanne Nadeau. Tu as aussi une Laskova, peut-être c'est un autre dossier qui ne joue pas, qui est laissé de côté. Et là, tu te ramasses en 4e période de prolongation à presque pas faire jouer un Dalton, un Derek Gregg. Pourquoi ne pas avoir une 7e... Prendre une 7e def plutôt que pas faire jouer une 13e attaquante? Celle-là, moi non plus, je ne la comprends pas. J'ai peut-être des informations qu'on ne connaît pas. Laskova, je pense qu'après 1 an d'absence en raison de blessure à un genou, c'est plus la joueuse qu'elle était. Puis je pense vraiment qu'il y a un peu une situation, j'ai l'impression, conflictuelle ou peu importe. Je pense pas que ça va très bien avec l'organisation. Donc, je pense que Laskova, c'est terminé. Elle ne jouera plus à Montréal. Pourquoi ne pas faire jouer Dado? Ça, c'est un questionnement que j'ai eu aussi. J'ai d'autres questionnements. Puis je veux dire, je suis pas coach. Là. Je veux dire, j'ai pas la science infuse. Puis je te rassure, les entraîneurs n'ont pas la science infuse. Je veux juste confirmer l'information. Pour une fille qui est là à beaucoup d'entraînement, qui est là tout le temps, il y a des questionnements. Je me dis, un gros problème de Montréal depuis le début, depuis la création de la LPHF, c'est l'avantage numérique. Puis lors du premier match, Montréal a marqué 2 buts en avantage numérique. Depuis, il ne se passe rien. Puis hier, ça aurait pu être un point tournant. Mais moi, la stratégie de mettre une Kayla Barnes à côté du but, on a demandé à Corey Chevry pourquoi, coller sur le filet, elle est bonne pour chipper à la rondelle. Mais à date, là, on a commencé ça à la fin de la saison, ça n'a rien donné. Puis Kayla Barnes, il me semble, Steph, que sa qualité première, c'est de déplacer la rondelle à la ligne bleue, de trouver des angles de passe, d'envoyer des rondelles au filet. Mais il semble que c'est pas la fille. Parce que pour l'instant, je vois pas qu'est-ce que ça fait nécessairement. Je comprends pas pourquoi une fille de 5 pieds 2, qui est particulièrement bonne pour bouger la rondelle, se retrouve devant le but. Je remets en doute cette stratégie-là. Puis en plus, 3 défenseuses sur l'avantage numérique. Ça aussi, c'est une stratégie particulière. Là. Oui, non. On n'a pas vu ça souvent. L'inverse, oui. Mais... Exactement. Ouais. Absolument. Oui, l'avantage numérique est un peu un point d'interrogation. Puis oui, ce que Christine a mentionné au niveau des 13 attaquantes, oui, Kellyanne Nadeau, qui a joué quelques matchs, surtout en fin de saison, qui a bien fait. Puis... j'ai envie de dire à la majorité des entraîneurs qui écoutent puis qui sont habitués de travailler avec 4 lignes, là, on s'entend, là, un peu plus du haut niveau. On déteste tous 13 attaquantes, si on est bien honnête. En général, on va préférer avoir... Si on a une joueuse de plus, on va préférer un 7-12. Puis la raison est relativement simple, c'est que premièrement, même si on n'aime pas non plus jouer à 7, là, le 6-12, c'est quand même l'idéal pour une rotation, mais si on a la possibilité d'avoir une 7e, souvent, on va vouloir la désigner à la défense parce qu'on est plus habitué. C'est plus simple. Puis, en même temps, c'est quoi le rôle de notre 13e attaquante? Moi, ce que je trouve un peu plus... questionnable, puis bon, c'est ce qu'on fait, là, on regarde ce qui se passe, puis on se pose des questions, puis comme tu dis, Christine, il y a sûrement plein d'informations qu'on a, non, assurément, beaucoup d'informations qu'on n'a pas, mais on remplace une 13e attaquante pour la mettre sur le premier trio. Donc, elle a eu quelques présences avec Marie-Philippe et Laura, mais pour moi, si on met une 13e attaquante sur notre première ligne, c'est pas du tout un plus-value. J'ai envie de dire, c'est presque un chiffre perdu, pour une présence perdue pour notre première ligne. Surtout dans des matchs très serrés, on mène par 2-3 buts, les choses vont bien, là, à ce moment-là, on va pouvoir justement prendre un peu de temps pour faire reposer nos joueuses. Puis donc, il faut toujours modifier nos trios pour insérer une 13e. Et comme tu mentionnais, je pense qu'après les 3 périodes, Dara Gregg avait 1 minute 15 de jouer ou au premier match, je pense qu'elle a joué comme 1 minute 15. Fait qu'il y a assurément, ta 7e défenseuse jouerait probablement quand même un 6 à 7 minutes. Puis en sachant en plus que, oui, Wilgren, oui, Capel, puis Boulier a fait bien, mais je veux dire, c'est pas... Boulier peut être remplaçable également. Donc, puis Kellyanne Nadeau, ce qu'elle apporte, c'est évidemment, c'est un aspect physique. Donc, puis physiquement, on perd beaucoup de batailles dans notre zone défensive. Donc c'est quelque chose un peu que, oui, on se pose la question, pourquoi une 13e attaquante alors qu'on peut avoir 7 def? Très intéressant. En plus, non, mais en plus, excuse-moi de renchérir, c'est que tu arrives en avantage numérique, tu as 13 attaquantes, mais là, tu préfères utiliser 5 defs sur tes 2
ligne de toutes tes 2 vagues d'avantages numériques. Fait que là, je veux dire aussi, c'est quoi le message que tu envoies tes attaquantes? Je sais pas, tu sais, parce que il y a des joueurs, on a vu des joueurs avec extrêmement beaucoup de talent, de la finesse, une Boring devant le filet, capable. Même Dalton, l'année passée, à début de saison, je veux dire, elle a des excellentes mains. Là, je veux dire, hier, elle a joué, 4 minutes, je veux dire, elle a quasiment pas joué. Encore une fois, j'ai peut-être des informations que je n'ai pas, mais pourquoi une fille qui a des mains ne pourrait pas être essayée? Parce que là, clairement, la recette, là, on pense à Laura Stacey, un tir sur réception d'avantage numérique. Je pense que les autres équipes de la LPHF ont compris que c'était la recette de la victoire de Montréal. Je pense qu'ils l'ont identifié. La recette de la 7, oui. C'est elle, c'est la 7. Faut la surveiller. Je pense que faut peut-être trouver une façon de se renouveler. Puis c'est fascinant quand on regarde du haut de la passerelle l'avantage numérique, et des fois à quel point ça ne bouge pas. C'est sûr que je ne suis pas une coach, là, mais le losange, le carré, peu importe, d'Ottawa est très, très hermétique. Mais Montréal, ça ne bouge pas du tout. C'est des choses que, je veux dire, je vais voir ma fille à sa pratique, puis les coachs, ils répètent ça, faut bouger. Je dis ça à ma fille au soccer, faut bouger. Et là, ça ne bouge pas. Donc, je ne sais pas si Corey va être capable de faire un changement incroyable lors de la pratique qui reste avant ce match-là de vendredi, mais faudrait être capable de faire quelque chose sur les unités spéciales. Il y a toujours des ajustements. Il y a toujours des ajustements, mais souvent dans les matchs comme ça, tu sais, Marie-Philippe l'a un peu dit, là, l'équipe qui va la vouloir le plus, je pense que les 2 équipes la veulent beaucoup. Là. Mais c'est sûr que dans ces matchs-là, il y a beaucoup d'intangibles, hein, de petits moments de puck management, là, des moments où, puis ça, avec Montréal, ça a été difficile, les fins de match. Placer la rondelle correctement, avoir un échec avant qui est efficace. Puis on veut juste s'assurer. Ça veut pas dire que c'est pas mentionné. Hein? Puis là, je vais backer les collègues entraîneurs quand même un peu, dans le sens que c'est pas parce que certaines choses ne sont pas répétées ou sont pas dites. Ça veut pas dire qu'ils sont appliqués, évidemment. Parce que des fois, on voit des choses puis on se dit c'est sûr qu'il n'y a aucun entraîneur au monde qui demande ça, de tomber devant le filet ou de faire une passe à travers sa propre... C'est parce que ça écoute pas. Puis en même temps, quand on est fatigué, quand on est stressé, on fait tout ça. Notre vision diminue. On devient fatigué physiquement, on manque nos passes. Donc, il y a tout ça qui s'ajoute au-delà de qu'est-ce qui est demandé ou qu'est-ce qui est démontré. Donc, il y a aussi il y a une responsabilité d'une joueuse de comprendre quand elle est mise dans une situation de fin de match, qu'on mène par un but, de placer une rondelle puis de peut-être pas perdre toutes ses énergies à courir après une rondelle libre, alors qu'on pourrait resserrer la défensive ou que au lieu d'essayer de patiner avec une rondelle, on est mieux de la placer pour aller chercher un moment pour permettre à tout le monde de ressortir de la zone. Donc, il y a aussi plein de petits moments où il y a eu assurément des petites erreurs qui n'ont pas toujours non plus à voir avec un système ou ce qui est demandé par le groupe. Là, on parle évidemment de Corey, mais c'est quand même un groupe d'entraîneurs. Là. Non, parce que je pense que pour côtoyer Corey Sherry, peut-être tu connais bien, c'est quelqu'un pour qui les détails est très, très important. Elle parlait souvent d'erreurs, de l'erreur mentale, des erreurs de concentration, puis elle a beaucoup parlé du stick details, le détail du bâton. Donc, quand on dit que les détails, c'est important. Puis même lors du premier match, ça m'avait surpris parce qu'elle avait mentionné des joueurs. Tu sais, Corey Sherry, c'est toujours la première à protéger ses joueuses, mais elle avait dit clairement que sur le but, c'était Alexandra Labelle qui avait mal placé son bâton, Brian Mantis qui a fait une mauvaise couverture. Donc, elle n'a pas hésité à le prononcer. Puis, effectivement, je suis d'accord avec Stéphanie. Je veux dire, nous, on est là pour poser des questions puis analyser. Mais, exemple, les sorties de zone, Montréal travaille ça à l'entraînement, là, tout le temps. Dans certaines périodes, c'était très laborieux, les sorties de zone. Donc, à un moment donné, je veux dire, les entraîneurs peuvent bien pratiquer, dire c'est quoi la stratégie, mais après, c'est un peu la responsabilité des joueurs d'aller le mettre en pratique pendant un match, là. Bon, OK. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce que... Ben là, moi, j'ai une autre affaire, si je suis fatigante, excuse-moi, il fallait que je vous dise. C'est que je sens la frustration, évidemment, de plusieurs joueuses, particulièrement des leaders, particulièrement de Marie-Philippe Poulin. Puis, on l'entendait dans le sous-texte là, de l'extrait qu'on a fait jouer au début. Là. Ben, tu sais, c'est que
Tu sais, Marie-Philippe, c'est quelqu'un de très humble, une fille d'équipe. Mais plusieurs fois au cours de la saison, des fois, si vous avez remarqué son body language sur la glace, ça paraît qu'elle n'est pas contente. Là, je veux dire, je ne suis pas dans sa tête, je n'ai pas d'informations privilégiées. Pourquoi? C'est sûr que Marie-Philippe Poulin est habituée avec l'équipe canadienne que quand elle place son bâton à terre puis elle demande une rondelle à la ligne bleue, la personne dans l'équipe canadienne comprend ce qu'elle veut puis elle lui envoie la rondelle immédiatement. Là, c'est pas la même chose dans cette ligue-là. Puis il y avait une séquence à la fin de la 3e période de ce fameux match historique. Ottawa retire son gardien de but, dégagement refusé de Montréal, donc 6 contre 5 en territoire défensif. Et là, on voit Marie-Philippe Poulin qui regarde le banc, qui fait signe, time-out. On prend-tu un time-out? Et là, on semble voir Corey Sherry qui fait non, clairement, elle n'a pas pris de time-out. Et là, un peu, Marie-Philippe Poulin qui lève les bras par en haut en voulant dire, mais pourquoi? Je dis en voulant dire, mais en même temps, je n'ai pas entendu, mais clairement, le body language est assez évident. Et ça, je trouve que c'est une situation qui dit beaucoup, parce que là, évidemment, après ça, je veux dire, Boston est allé à Boston, voyons. Ottawa est allé égaler ça, c'est la le marque stigmate, à 2-2, ça. puis on est allé en prolongation. C'est le cerveau qui ramène le Ouais, passé. excusez-moi aussi. non, c'est un lapsus, j'ai un syndrome post-traumatique de l'année dernière. J'étais Ouais. sur place. Je suis allée à Boston 2 minutes et demie. Non, mais j'ai l'impression que je passais la semaine à Boston, mais finalement, non. Je suis restée une soirée et c'était terminé. Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est quand même particulier comme moment de... Je sais pas. La meilleure joueuse au monde est fatiguée, là, est en train de pomper et ça glace. Donc, je me dis, si elle est en train de pomper et est fatiguée, il y a de fortes chances que les autres autour d'elle sur la patinoire aient aussi besoin d'un 30 secondes pour peut-être reprendre leur souffle, se réorganiser. Et la réalité, c'est que si Ottawa ne marque pas et que Montréal remporte ce match en temps réglementaire, probablement que je vous en parle même pas aujourd'hui, quand on dit que c'est des détails qui font la différence. Mais ça m'a quand même... Je trouve ça quand même surprenant comme situation. La meilleure joueuse au monde te demande un temps d'arrêt, je sais pas. Et on a vu des entraîneurs être critiqués pour ce genre de situation-là. Donc, quand il reste peu de temps, avec une équipe qui doit prendre une mise en jeu en zone défensive, alors que ça fait plus qu'une minute, ou enfin, ça fait longtemps qu'elles sont là. Pas besoin que personne demande de temps d'arrêt d'autres. Là. Les analystes n'ont pas besoin de ça pour, des fois, remettre en question la non-décision ou la décision de l'entraîneur. OK, bien là, je veux pas aller trop vite, mais est-ce que s'il fallait que ça se passe comme l'an passé, est-ce que déjà on va réclamer, je ne vais pas parler de personne précisément, là, mais est-ce que ça va prendre déjà des changements? Est-ce que déjà ça va crier au changement? Ouais, je pense que oui. Déjà, c'est parti. Vas-y, Steph. Ben oui, assurément. Là, les gens, en général, on est assez rapides, j'ai envie de dire, sur la gâchette quand les choses C'est quand même Montréal. C'est Montréal, c'est du hockey. C'est juste en disant ça, on en dit beaucoup. Tout est là. Ouais. Tout est là. Donc, bon, est-ce qu'après 2 ans, l'échantillon est assez grand? Là, c'est assurément que c'est difficile à dire. Puis c'est absolument pas notre travail non plus. C'est un travail que Daniel, de toute façon, fait. Ils font à toutes les années, ils font régulièrement. L'équipe travaille ensemble. Là. C'est le coaching staff, l'équipe d'entraîneurs, la direction, c'est un travail qui est commun. Mais est-ce que ça va être demandé? Ben oui, parce qu'il y a les gens... Ben ça c'est pas long. Là, déjà, oui, exactement. Ouais. Là, ça réclame déjà. Ouais. Ça le fait déjà présentement et la saison n'est pas finie parce que est-ce qu'on... dans ma tête, c'est clair que Montréal, est-ce qu'il est capable de gagner 2 matchs contre Ottawa de suite? La réponse est 100% oui. 100%. Anne-Renée est dans une forme extraordinaire, même si pour l'instant, oui, Phillips fait aussi bien. Plus, c'est sûr qu'elle a eu un résultat plus positif. Est-ce qu'elle a eu une meilleure performance qu'Anne-Renée hier? Je crois pas. Je pense que ça a été équivalent les deux. Donc, avec une Anne-Renée qui est en feu. Puis Anne-Renée, c'est quand même, Christine le sait, puisqu'elle la côtoie à l'Arena régulièrement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui est très compétitive, qui est exigeante envers elle-même, envers les gens autour. Donc, je suis persuadée qu'elle va encore sortir une grande, grande performance. Donc, puis ça reste que des filles comme Marie-Philippe, comme Laura, c'est des filles qui sont habituées au grand moment. Donc, même une Kayla Barnes, les gens, c'est parce qu'elles connaissent moins, mais il y a énormément de profondeur aussi, d'historique dans cette équipe-là. Donc, elles peuvent aussi assurément se rendre et gagner si
Minnesota l'a fait en revenant de 0-2 contre Toronto l'an passé, gagner la Coupe Walter. Montréal peut encore gagner cette coupe-là. Je suis persuadée de ça. Je pense aussi, bon, évidemment, j'ose pas trop me prononcer parce que dans cette ligue-là, dans cette série, tout peut arriver, mais je pense que Montréal va pousser cette série-là jusqu'au 5e match, j'y crois. Ensuite, on verra si j'aurai tort ou raison. Fait que ta question à savoir s'il y aura des changements, c'est quelque chose que je discute beaucoup avec les autres journalistes qui suivent l'équipe. Mais aussi, le truc présentement qui est particulier, c'est qu'on sait que c'est la Ligue qui est propriétaire des équipes. Donc, je sais même pas le fonctionnement. Je veux dire, Daniel Sauvageau, ça c'est va, c'est qui son patron, hein? Donc qui prend les décisions? Les patrons Qui embauche qui congédie qui? Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Puis aussi, dans ce cas-ci, on parle, mettons, d'une entraîneuse. Puis moi, je pense pas que Cory Shelby va perdre son travail. Puis je pense pas nécessairement qu'elle devrait le perdre. Je crois que c'est une bonne coach. Puis, je veux dire, elle a quand même fait des excellentes choses. Elle a aidé des jeunes à progresser. Mais aussi, dans le cas particulier d'un Montréal et d'un marché de hockey féminin, la question, je pense qu'avant, par exemple, de mettre dehors Cory Shelby, il faudra avoir une remplaçante. C'est facile de dire à Cory Shelby, c'est terminé, oui, mais qui? Il n'y en a pas tant que ça, des candidats. Je pense pas que Daniel Sauvageau irait avec un homme qui parle uniquement en anglais. Je pense que c'est ça. Et Stéphanie Poirier coach déjà l'équipe italienne et a 8 jobs. Donc, elle n'est pas disponible. Donc, c'est ça, il y a une question de candidature aussi. C'est réglé, Steph. C'est réglé. Tu n'auras pas besoin d'affronter la question. Non, puis 2 ans, on s'entend, là, 2 ans, c'est un petit échantillon. Là. Oui, dans une nouvelle ligue, dans beaucoup de choses en mouvement. Ouais. Ça n'empêchera pas les gens potentiellement de le réclamer. Ouais. Puis en même temps, c'est normal de se poser la question. Ouais. Après toute saison, il y a des post-mortem, il y a des rencontres, il y a des choses qu'on veut améliorer, il y a beaucoup de choses à faire. Puis en même temps, bâtir comme Christine mentionne, bâtir une culture, une équipe, un travail de travailler avec beaucoup de nouveaux entraîneurs. C'est quelque chose qui est quand même long. C'est un travail qui est direct. Hein. On est difficile des fois souvent, j'aimerais dire envers les coachs, mais en même temps, c'est un travail qui est instantané. Toutes les décisions qu'on prend sont faites en direct, devant les gens, instantanées. On peut pas faire « Hey, je m'excuse ». Finalement, j'aurais aimé mieux mettre une autre ligne. On peut-tu recommencer le jeu? C'est pas, on joue pas dans la cour avec nos enfants qui veulent qu'on recommence. Souvenir de mes exposés oraux en 3e année. Souvenez-vous de ça? On faisait tout le temps ça. Oui. Bonjour, là, on se trompait. Est-ce que je peux recommencer? Bon, aujourd'hui, pour mon oral, je vais vous parler de l'avantage. Est-ce que je peux recommencer? C'est ça. Puis là, il y avait seulement une vingtaine d'amis. Une vingtaine d'amis dans la classe. Au début de l'enregistrement. C'est ça, exact. C'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé au début de l'enregistrement. Aujourd'hui, j'ai ce luxe-là. Exact. Donc, mais oui, là, je suis quand même d'accord avec Christine. Ça serait quand même surprenant. Là. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quelle sera la clé pour que Montréal remporte la série. Sur Facebook, Denis, comptez plus de buts qu'eux. Come on, Denis. Come on. Mais c'est exact. Des buts, ce sera déjà bon. C'est ça. Oui, il a commencé par 1 à 5 contre 5, effectivement. Bon, Denis a raison. Carl, toujours sur le book. Être plus agressif qu'Ottawa sur la rondelle, être meilleur qu'Ottawa en sortie de zone. Ah, ça, la sortie de zone, ça a été évoqué. Et peut-être plus vite qu'Ottawa pour récupérer des rondelles libres. C'est ça, vous pouvez commenter, là. Ben oui, les rondelles libres, puis on en parlait un petit peu sur le but gagnant, le seul but qui a été marqué hier. On a été un peu lente à aller soutenir dans les combats en zone défensive. Ça, je trouve que c'est un enjeu qu'on voit régulièrement. On est un peu... c'est tardif avant qu'on aille soutenir un combat pour tenter de récupérer la rondelle. L'impression qu'on laisse souvent l'espèce de 50-50, alors que quand on s'implique dans le combat, bien évidemment, on augmente notre possibilité de sortir avec cette rondelle-là. Donc oui, tout à fait, monsieur a raison. Carl, merci Carl. Ça, c'était sur Facebook. Sur Instagram, Simallard, la profondeur des 2e et 3e trios. Ben, ils ont un pas pire 2e. Tu sais, oui. On en a parlé un peu, mais c'était une inquiétude, ça, avant le début de la série. Puis, force est d'admettre que O'Neill, Dubois, ça fait un bon duo, puis ça fait une bonne...
Oui. Par contre, troisième, ils ont un peu raison dans le sens que, il faut se rappeler que Boring puis Murphy, entre autres, et même Youngblum, c'est tous des joueurs qui, dans la première moitié de saison, jouaient sur la première ligne. Donc, c'était des joueurs qui étaient soit avec Marie-Philippe alors que Laura était sur la deuxième. Youngblum a commencé la saison avec Marie-Philippe sur la première ligne. Donc, là, c'est des filles qui sont rendues plus, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, là, tout dépendant comment on le regarde, mais c'est des joueurs qui, présentement, apportent très peu d'offensive, peu de chances de marquer. Donc, c'est sûr que c'est une inquiétude depuis plusieurs mois avec la victoire. Christine? Là, tu ouvres une petite fenêtre, puis je pense qu'on pourra en reparler quand sera le temps du post-mortem, mais Lina Youngblum, c'est une immense déception. C'est une jeune fille qui arrive de la Suède, puis clairement, on avait des grandes attentes parce qu'on lui a donné tout de suite un contrat de 3 ans. On a vanté son tir incroyable. Je le vois dans les entraînements, elle a un bon tir. Mais là, elle fait pas grand-chose, je suis plate à dire, mais elle génère, comme tu dis, Stéphanie, aucune offensive. Et on dirait qu'elle n'a jamais été capable de s'adapter à la taille des patinoires, à la vitesse, à l'agressivité qu'on voit dans cette ligue-là. Donc, je suis d'accord avec, je ne sais plus si c'était monsieur, madame, qu'à un moment donné, il faudrait avoir d'autres joueuses qui prennent un peu le relais. Tu sais. Marie Desbiens, en début des séries, elle avait dit hey, on a beaucoup de profondeur, j'ai hâte de voir qui va se lever, qui va décider de prendre les choses en main. On a parlé de Dubois qui le fait, de O'Neill qui le fait, mais encore. Il manque de Gardner, il manque de Burry, il manque de Youngblow. Grant Mentis, qu'on sait qu'elle a énormément de talent, mais que présentement, ça donne absolument rien de leur côté. Donc, il va falloir que, idéalement, ça vienne de d'autres personnes et non pas uniquement Marie-Philippe Poulin qui, en troisième période, j'ai l'impression qu'elle était sur la glace tout le temps. Parce qu'on sait qu'elle voulait aller chercher le but avec raison. Puis quand tu veux miser sur une joueuse, aussi bien miser sur Marie-Philippe, évidemment. En général, c'est un bon choix. Ça m'apparaît, oui. Bibi Greek. Faut toujours faire attention avec les noms sur Instagram, mais je pense que c'est correct, ça. Plus de tirs au but, donc moins de passes. Ben si Baby Greek fait référence à plusieurs situations, entre autres le match de dimanche où il y a eu des situations un peu de 2 contre 2 ou de presque un 2 contre 1, mais pas tout à fait, où on a tenté des passes transversales au lieu de diriger les rondelles vers le filet avec le classique roche de la première non-porteuse là, qu'on va souvent appeler F2, deuxième attaquante. Ben oui, il y a plusieurs moments. Philippe se fait très bien, donc il faut assurément la déranger. On a vu à quel point, combien de fois hier, mais également dimanche, Anne-Renée s'est retrouvée sur les fesses poussée dans son filet parce qu'on était... puis il y a eu des petits scrums qui sont arrivés après. On l'a vu un peu moins du côté montréalais. J'ai l'impression que Philippe s'est moins dérangé que Anne-Renée peut l'être. D'ailleurs, à un certain moment, on a même eu une petite crainte. Là. Elle a poussé, elle a tombé un petit peu dimanche. Sa jambe est comme un peu restée prise. Il y a eu comme un moment de flottement dans l'aréna. Bon, tout semble correct. Mais donc, oui, de mettre ces tirs-là au filet, ça reste que c'est un beau tir, le tir de Laura Stacey, le deuxième but qu'elle a marqué dimanche, mais c'est un tir pratiquement à l'extérieur des points de mise en jeu, côté opposé. Donc, Montréal est capable, avec la qualité des tirs, de battre cette gardienne-là. Mais en même temps, oui, de prendre des tirs, mais il faut se rendre. Puis on parlait du côté très hermétique. Peu de surnombre pour Montréal qu'Ottawa donne, sont très disciplinés. Puis en même temps, c'est difficile de mettre ces tirs-là. Mais on peut pas aller dans le fancy. On n'a pas le temps d'être fancy présentement. Il faut vraiment, on met nos bottes de travail, notre case de travail, les vieilles expressions, mais c'est un peu ça. Et c'est ce qu'Ottawa fait extrêmement bien. Ils sont pas très fancy, là. Il y a pas... C'est élémentaire. Puis le but hier, c'est ça. Mais une rondelle le but hier, en fait, Ottawa, c'est quelque chose que Marie-Philippe Poulin a essayé souvent. Du côté d'Ottawa, on a envoyé une rondelle au filet avec pas vraiment d'angle. Finalement, ça a dévié un long retour, puis on a capitalisé là-dessus. Je suis d'accord, plus de temps, moi qui parle de l'avantage numérique, des fois, j'ai l'impression on fait des passes à la ligne bleue, on fait des passes. À un moment donné, envoyer des rondelles au filet. Et je dis au filet aussi, parce que ça arrive très souvent que quand les défenseuses décochent un tir à la ligne bleue, ça s'en va partout, là, 10 pieds au-dessus du but dans la baie vitrée. Ça, je sais qu'on l'a beaucoup travaillé du côté de Montréal au cours des dernières semaines. C'est bien beau tirer, il faudrait atteindre la cible. Donc, je pense qu'il y a ça. Mais Steph t'en a parlé un petit peu. Puis hier aussi, Erin Ambrose en a parlé après le match. Elle disait il faut faire bouger les yeux de Phillips. Phillips, lui, souvent, elle voit les rondelles. Il n'y a pas assez de... Puis ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est les joueuses. Il faut mettre plus de trafic devant
Phillips, il faudrait qu'elle se retrouve en déséquilibre, comme tu l'as dit, comme Ottawa fait avec Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée Desbiens, des fois, il faut qu'elle fasse un arrêt avec 3 filles par-dessus elle. Donc, je pense qu'il faut un peu rendre la vie plus difficile à Gwyneth Phillips si on veut espérer aller l'emporter. Là. Assurément. Puis une petite dernière sur Twitter, Jessica Desgagnés. Elles doivent jouer beaucoup plus physique et mettre de la pression sur la porteuse de la rondelle. Elles ont joué beaucoup trop soft. Ben, elle l'a écrit comme faux, elle a écrit soft, mais ça, c'est mon imitation de Michel Terrien. Mais ça recoupe des affaires que vous avez dit depuis le début de l'enregistrement. Bien, l'aspect physique, assurément. Ouais. L'aspect, oui, d'y aller. Quand on parle d'être tough, c'est dans ces moments-là, dans les moments de bataille, dans les moments de flottement. On parle souvent des rondelles 50-50, donc une rondelle libre où chaque équipe a la même opportunité ou à peu près d'aller la récupérer. C'est ces petits moments-là qui créent un momentum de présence puis qui amènent de longs moments en zone offensive. Ce qu'on a vu un peu plus en deuxième période du match d'hier. Ottawa l'a très, très bien fait. On parlait de la qualité de leur échec avant. Je pense que c'est Christine tantôt là, qui parlait de la qualité de leur échec avant. En début de match, Ottawa est vraiment sorti all fired up, si on peut dire. Puis, donc oui, assurément qu'il faut provoquer l'erreur. Puis c'est un peu ça qui est arrivé, le revirement du but, le revirement du but de Catherine Dubois dimanche. Et interception, on a été efficace. Kristen O'Neill, très bien lu le jeu, est venu couper. Quel jeu d'O'Neill! Quel magnifique jeu. Alors c'est un tap back ou un tap to center, là, qui est quelque chose qui se fait souvent, mais elle l'a très bien lu. Puis ensuite, évidemment, Montréal marque. Donc, c'est sûr que tu peux pas te garder aucune énergie. Là. Vendredi, il faut que tu mettes l'énergie de tes 7 périodes dans 3. C'est pas le choix, là. Après le premier match, Corey Sherry avait dit on veut un certain sentiment d'urgence, on tombe pas dans la panique. Là, je sais pas, la panique est pas loin, là, elle est de plus en plus proche. Puis hier, je te dirais que des fois, on commence à la sentir. Mais tu sais, sentiment d'urgence, moi, c'est dans plein de... Tu sais, je veux dire, Laura Stacey est sur la glace, tu sens le sentiment d'urgence, match 1 de la saison. Là, je veux dire, il n'y a pas une présence où il n'y a pas la pédale dans le tapis. Mais hier, il y a une petite... Stéphanie, tu me rappelais, il y a un petit moment en troisième période où, après le but d'Ottawa, Montréal perd 1-0 et la défenseuse d'Ottawa est derrière son filet, derrière le filet de Phillips, puis elle attend que son équipe fasse des changements. Mais là, tu as Lina Youngbloom qui est à peu près à 3 mètres du but et qui attend. Je sais pas, là. Moi, est-ce que tu ne forces pas un peu la défense de go contre le jeu? Pousse. Parce que pendant ce temps-là, là, tu viens de perdre 10-12 secondes et tu perds par un but dans un match de séries éliminatoires. Fait que là, moi, ça m'a vraiment agacé parce que je me dis, t'en as pas une seconde à perdre. Tu as besoin d'aller chercher un but maintenant. Donc, ce sentiment d'urgence-là va devoir être peut-être davantage présent. Là. Bien, je comprends l'idée générale. Juste, des fois, sur ce qu'on appelle un set breakout, donc quand une défenseuse va s'arrêter en arrière du filet, puis là, je sais pas ce que Corey demande, mais souvent, on va demander aux joueuses de pas y aller dans je dois avouer, cette situation-là super spécifique, parce que, de façon générale, tu sors du jeu. Automatiquement, dans le sens que c'est pas dans ce moment-là. On va plutôt attendre la sortie, mais si on parle parce que tu as spécifié cette... Fait que souvent, on va te dire, on laisse-la choisir le côté, puis ensuite, on va aller sur la passe ou sur le porteur, qu'on a une meilleure chance, mais tu as 100% raison que il va falloir que l'échec avant, il faut qu'il y ait une urgence dans ce qu'on fait. Donc, l'urgence devrait amener un sentiment de placer justement plus de rondelles vers le filet, même si on n'est pas dans les super angles, même si on est un peu à l'extérieur des points de mise en jeu, juste de diriger des rondelles vers le filet, ça force des prises en charge par les défenseuses et ça force les défenseuses à reculer davantage. Donc, logiquement, devrait nous donner un peu plus de temps à prendre des tirs. Est-ce qu'on prend... Oui, excuse-moi, Christine. Non, je disais juste que, évidemment, tout à fait... Probablement que c'est le mot d'ordre là, de ne pas y aller. Je pense que c'est juste que dans ce cas-ci, ce trio-là, dans l'occurrence, Lina Youngbloom, des fois, je l'ai trouvé très passive, en quelque sorte, par rapport au moment du match ou l'urgence du moment. Donc, ça, je trouvais que ça faisait un peu défaut. Oui, un contraste avec les besoins, tout à fait. Oui, c'est ça, exact. Je le dire, est-ce qu'on prend 2 minutes pour parler un peu de Toronto et Minnesota? Faisons ça vite, puis on va emballer là-dessus. Parce que là, je parlais de... C'est comme c'est mon mathématique. Ça fait 2 balados LPHF qu'on fait, puis tout ce que j'ai à dire, c'est ça ressemble beaucoup à l'an passé.
Ouais. On n'a pas beaucoup d'échantillons. Les prédictions sont mauvaises. Là. Oui. Les prédictions, pour l'instant, ça va très mal. Je veux dire, je voyais Montréal-Toronto en finale. Même juste aussi, c'est ça qu'on avait dit. Assurément. J'ai déjà perdu Montréal. J'avais dit Montréal en 4, donc ça va être... J'ai dit Toronto en 5 de mémoire, donc on a encore. Celle-là, j'ai encore une possibilité. Ouais. Mais c'est un match, une série beaucoup plus offensive. Un match 7-5. Un autre spectacle. On est complètement ailleurs. Là. Oui, beaucoup d'offensive. Puis honnêtement, Toronto a tellement bien joué le premier match que je me suis dit, et ils sont vraiment sortis extrêmement fortes. Puis par la suite, Minnesota, c'est comme si Minnesota avait été un peu off le premier match, puis là. Ils ont parti la machine. Puis en transition, il faut dire, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est que Campbell, c'est des fois un point d'interrogation. On le voit même au niveau de son rôle sur l'équipe nationale. Au début de la saison, la première série de la rivalité, c'est Corinne Schroeder, la gardienne à New York, qui est allée, qui est plus jeune que Campbell. Puis, c'est sûr que quand on marque 7 buts, c'est pas juste la faute de la gardienne. Là. Il y a eu des manquements défensifs. Par contre, pour avoir vu le match et tous les buts, il y a quand même quelques buts que je me serais attendu à ce qu'elle doit faire, ces arrêts-là, surtout en début de match, sur des tirs échappés, mais échappés avec une pression arrière, donc un angle restreint. C'est assurément des arrêts que Phillips et Desbiens ont fait depuis le début de leur série. Puis Hensley aussi un peu... on and off, si on peut dire. Donc, eux autres, c'est mercredi soir, le 4e match. Donc, Minnesota pourrait l'emporter à la maison. Donc, ils pourraient déjà se qualifier pour une deuxième Walter Cup. Ils ont un titre à défendre. Oui, exact. Ouais. Et principalement la même équipe. De gestion du moment. Hier, la clip qu'on a entendu Marie-Philippe Poulin au début du balado, c'est une question que j'ai posée à Marie-Philippe hier. Puis, dans le fond, ma question, c'était un peu... Je veux dire, les joueurs comme Ambrose, Desbiens, mais Poulin ont l'habitude des matchs, une prolongation d'une finale olympique. Ils en ont vécu d'autres, des moments sous haute tension. Mais il y a une équipe très jeune du côté de Montréal. Puis je me disais, ça va être quoi le message? Comment tu peux les aider? Là-dedans. Puis c'est là qu'on voit Minnesota, même si je me dis, ils n'ont pas eu une saison aussi exceptionnelle que ça. L'expérience de ces moments-là, qu'est-ce qu'elles ont vécu l'année dernière en revenant de l'arrière quand ils perdaient 2-0 dans la série? Je pense que ça fait une différence. Et je sais pas, peut-être que Stéphanie va avoir sa prédiction avec Toronto en 5, mais je pense que ça commence à être compliqué un petit peu pour Toronto, surtout avec Campbell qui n'est pas au top, mettons, de son art présentement. Là. Grosse semaine pour le hockey féminin des gros marchés. Parce que moi qui prédisais le retour de la Coupe Walter, pas le retour, l'arrivée de la Coupe Walter au Canada la semaine passée, c'est toujours possible, là, évidemment. Mais les gros marchés canadiens sont sous haute tension. Stéphanie Poirier, merci infiniment. C'est toujours passionnant, vraiment. C'est très, très apprécié, cette contribution. Merci beaucoup. Merci à toi. Christine Roger, même chose. Merci en plus... d'Ottawa, là, de t'être installé, d'avoir fait le ménage de la chambre et tout. Ça aussi, c'est très apprécié. Merci à toi. Je rappelle donc que Stéphanie, tu es notre analyste des matchs de la LPHF ici à Radio-Canada et Christine, tu couvres le hockey de la LPHF. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Grosse semaine, mais bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.